Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition aujourd'hui. 3 parties, le JT des territoires dans un instant avec le réseau VIA et les télévisions locales de France et la presse quotidienne régionale. Puis nous serons en duplex en direct de Bruxelles avec Marie Brémaud qui nous fera un point sur ce qui se passe au Parlement européen. Bonjour Marie, merci d'être avec nous, le bon matin. Et vous êtes à Strasbourg, pardon, et non à Bruxelles. Et puis territoire d'info avec l'invité politique Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, sera en direct sur ce plateau ce matin pour Territoire d'info. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire en 3e partie d'édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. A tout de suite. Une triste histoire qui se termine bien pour commencer ce JT. Aurore, avicultrice installée à Nézignan-l'Évêque, a perdu 250 de ses 300 poules lors de l'épisode caniculaire qui a touché l'Hérault en fin de semaine dernière. Une cagnotte a été créée grâce à l'aide d'une association et plus de 6 000 € ont été récoltés en 2 jours seulement. De quoi sauver l'exploitation et surtout redonner le sourire à la jeune exploitante qui, comme de plus en plus d'agriculteurs en difficulté, a avoué avoir eu des idées noires. Julie Darlingue, pour Via Occitanie, est allée à sa rencontre. Regardez. Aurore, avicultrice installée à Nézignan-l'Évêque dans l'Hérault, a subi de plein fouet la canicule. Sur les 300 poules que compte son poulailler, seules 50 ont survécu aux 45 degrés dans l'air. Elle ne réussissait plus à prendre de l'air, malgré le fait que je vienne plusieurs fois dans la journée, changer l'eau, mettre des glaçons, les vaporiser, essayer de les mouiller le sol. Il n'y a rien qui faisait, même dans les arbres, elle cherchait l'air. J'ai été complètement dépassée par cette vague de chaleur et je n'ai pas su comment m'en sortir. Conséquence, son exploitation biologique est elle aussi à bout de souffle. L'association Les Canards en colère est arrivée à sa rescousse et a lancé une cagnotte en ligne. Plus de 6 000 € ont été récoltés par des internautes en 2 jours seulement. Un espoir pour Aurore. Sur le forum des Canards en colère, je leur disais carrément que j'en avais ras-le-bol, que la vie comme ça, c'était pas possible. Et du coup, ils ont créé très rapidement la cagnotte, mis en place des choses parce qu'ils m'ont dit non, la corde, le suicide, c'est pas une solution, t'as des enfants et il faut faire en sorte que ça marche, quoi. Avec cet argent, Aurore pourra envisager un avenir plus serein, finir de payer ses poules et peut-être se prémunir contre les prochaines vagues de chaleur. Voilà, et le sport mène à tout dans la Somme. Un job dating sportif a été organisé par Pôle emploi et la Ligue d'athlétisme à Abbeville. 82 demandeurs d'emploi ont fait du sport avec une vingtaine de recruteurs. L'objectif, c'était de mettre quelques instants le CV et les compétences techniques de côté et de permettre aux candidats de montrer leur personnalité dans un autre contexte qu'en entretien d'embauche traditionnel. Anthony Capra pour Wéo dans le Nord était sur place. Ils sont dans les starting blocks. Ce ne sont pas des athlètes, mais des demandeurs d'emploi. Durant cette journée de recrutement à Abbeville, 80 candidats vont faire du sport avec une vingtaine de recruteurs. Les participants ne se connaissent que par leur prénom. Aucun rapport hiérarchique. L'objectif est d'apprendre à se connaître en faisant équipe. Déjà, ça nous fait du bien, on fait du sport et en plus on rencontre du monde. Donc ça peut nous permettre après d'avoir du travail, ça serait bien. C'est plus mieux que devant un bureau, d'être devant la personne. C'est plus simple comme ça. Au moins, il n'y a pas de rang social et rien du tout. Personne ne sait c'est qui. Un contact direct avec les demandeurs d'emploi, c'est ce qu'est venu chercher Romain Bloquel. Il est recruteur pour Amazon et observe avant tout les savoir-être des candidats. On peut voir comment ils se comportent en équipe, puisqu'il y a beaucoup de... Donc, principalement du coup chez Amazon c'est en équipe, donc on peut voir un peu comment ils se comportent avec les autres. S'ils s'entendent bien avec les autres, c'est génial parce que du coup on peut l'intégrer, ça peut être plus facile pour s'intégrer, voilà, tout simplement. La pause déjeuner est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître dans une ambiance décontractée. Éric Lefebvre cherche un poste de soudeur. À table, il rencontre la responsable recrutement d'une entreprise de robinetterie. J'ai rencontré des gens à qui je vais pouvoir envoyer des CV. Ça me permet de connaître des sociétés que je ne connais pas du tout. Parce qu'on me dit il y a Internet, mais j'aime pas trop. L'initiative est organisée par Pôle emploi, l'entreprise de ressources humaines Synergie et la Ligue d'athlétisme. L'idée est de dépoussiérer les méthodes de recrutement habituelles. Dans un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, la stratégie des candidats doit évoluer. Les compétences techniques sont importantes, mais on peut les gagner
Là, on a des formations internes à l'entreprise, on a des tuteurs en entreprise, alors que tout ce qui est savoir-être, c'est là, c'est déjà en nous, et c'est ça qu'il faut montrer. Une méthode qui a fait ses preuves. Durant la précédente édition à Liévin, 60% des candidats avaient obtenu une formation ou un emploi. Savez-vous ce qu'est une boutique connectée? L'une d'elles a vu le jour il y a quelques mois. Ce pop-up store itinérant sillonne les départements franciliens à la rencontre des commerçants afin de leur faire découvrir des solutions digitales qui leur permettront de s'adapter aux nouveaux comportements d'achat de leurs clients. Et ils sont nombreux, vous allez le voir avec ce reportage de Sébastien Côté de Via Grand Paris, notre partenaire. Nassim Brachmi tient une brasserie à Malakoff. Il vient prendre conseil dans cette boutique connectée. Il est intéressé par une solution de paiement express, car ses clients sont en majorité des actifs qui ont peu de temps pour déjeuner le midi. Comment est-ce que ça se passe? Le client fait sa commande directement à table grâce à la tablette. Vous recevez une notification sur la caisse. C'est une solution qui peut être super pratique, plus rapide et ça fait gagner beaucoup de temps. Cette boutique nomade est au cœur du centre-ville de Malakoff. Créée par la Chambre de commerce et d'industrie, elle sillonne la région à la rencontre des commerçants et leur présente des solutions de digitalisation. Vous avez 4 espaces. L'espace attirer, important pour attirer le chaland dans sa boutique. Vous avez l'espace vendre pour augmenter le panier moyen. Vous avez ici l'espace fidéliser où on traite de toute la donnée client pour qu'il revienne dans le magasin. Et vous avez l'espace gérer sa boutique, tout ce qui est le back-office, les stocks, etc. Dans cet espace de 40 mètres carrés, les commerçants bénéficient de conseils personnalisés. Donc on explore à 360 ce que c'est le e-commerce et la digitalisation pour le commerce. C'est à chaque fois des solutions très simples et pratiques pour le commerce de proximité essentiellement. Création d'un site internet, tickets électroniques, solutions de paiement sans contact, hologramme et même réalité virtuelle, les solutions sont testées gratuitement par les commerçants. On peut recréer directement un commerce et acheter directement dans un commerce via ces lunettes qui coûtent 20 € ou via une application plus développée ou directement de son fauteuil de chez soi, on peut acheter ou aller visiter derrière le commerce de proximité. Au total, une trentaine de solutions digitales sont proposées dans cette boutique connectée. On part en Moselle. Le département et l'académie de Nancy-Metz viennent de signer la déclaration d'intention du partenariat FUSÉ. Il s'appelle comme cela. C'est un programme unique en France qui vise à favoriser l'accès au numérique des jeunes élèves dès le cours élémentaire. Regardez ce reportage de Michel Weiss pour Via Mirabel, notre partenaire sur place. C'est une première en France. Avec cette signature, le département de la Moselle et l'académie de Nancy-Metz s'engagent dans un projet unique et expérimental, celui de favoriser l'accès au numérique des jeunes élèves, et ce, dès les cours élémentaires. Pour éviter la fracture numérique et favoriser la continuité des apprentissages dans les collèges puis au lycée, chaque école sera raccordée à la fibre, permettant ainsi l'accès à ce programme, soit 2500 classes et 40 000 élèves touchés par ce dispositif. Les usages du numérique se développent, ils font partie intégrante des apprentissages des élèves, de leur vie quotidienne. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir leur mettre à disposition des outils qui soient des outils équitablement répartis sur le territoire. Pour cela, évidemment, sur un département comme la Moselle, il faut que nos petits élèves mosellans aient les mêmes possibilités d'accès, qu'on soit dans une grande métropole comme Metz ou qu'on soit sur un territoire très rural et assez isolé. Aucune des 725 communes que compte le département ne sera mise de côté. Ce forum était donc l'occasion pour les élus municipaux d'obtenir des réponses à leurs nombreuses interrogations, mais aussi de découvrir l'école de demain avec ses ordinateurs et ses tablettes. Dans cette simulation de classe, le but était de s'essayer aux usages possibles et aux activités offertes par l'utilisation du tableau interactif. Le tableau interactif ou la tablette peut sembler être en fait une nouvelle technologie et en fait pas pour les élèves. Et donc du coup, cet attrait vers la tablette parce qu'ils connaissent dans leur vie personnelle, quand ils arrivent en classe, eh bien ils sont plus confortables. L'enseignant du coup va pouvoir plus facilement leur transmettre un enseignement ou leur expliquer des notions avec des outils qu'ils connaissent et un environnement en fait beaucoup plus serein. À l'instar de ce qui se fait dans le second degré, l'école élémentaire bénéficiera également de son propre espace numérique de travail, sorte de vecteur de communication entre familles et établissements. Avec un investissement total du département à hauteur de 30 millions d'euros, la fusée n'a désormais plus qu'à prendre son envol. Atterrissage prévu à la rentrée 2021 dans toutes les écoles de Moselle.
Voilà, on poursuit cette revue de l'actualité ce matin. Dans un instant, les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. On démarre. Bonjour Saveria avec la une de l'Ardennais, des maisons au service des habitants ce matin. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'avait annoncé dans son discours. Des maisons France Service vont voir le jour. Objectif, rassembler les services de l'État en un seul lieu dans chaque canton pour faciliter les démarches administratives en zone rurale. Jacqueline Gourault, la ministre, a annoncé 230 millions d'euros pour financer ces maisons. Des maisons qui, si on y regarde de plus près, eh bien, existent déjà. Elles s'appellent maisons de service au public. Leur existence a été consacrée par la loi du 12 avril 2000. Selon les chiffres du commissariat général à l'égalité des territoires, 1670 d'entre elles étaient ouvertes ou en cours d'ouverture. La marche n'est donc pas si grande pour atteindre l'objectif énoncé par Emmanuel Macron de 2000 maisons à la fin du quinquennat. Et puis on se rend dans le Vaucluse avec cette une sur les feux de forêt. Tout le monde est fin prêt pour l'été. En plein épisode de canicule, les pompiers sont sur le pied de guerre, bien sûr, pour affronter les incendies de l'été à Lagnes. Ils ont lancé la saison estivale des feux de forêt, synonyme d'une plus grande vigilance jusqu'à la mi-septembre, vu d'effectifs et d'équipements, aux côtés de tous leurs partenaires habituels, gendarmes, Office national des forêts. Cette année encore, tous seront particulièrement vigilants dans les massifs du Luberon, du Ventoux ou encore des Monts de Vaucluse. Et puis le Télégramme avec une U sur le cannabis médical, ce sont des ambitions en Bretagne. Le cannabis thérapeutique pourrait bientôt être expérimenté en France. Objectif, soulager les douleurs chroniques de certains patients. En Bretagne, une filière est en train de se mettre en place. Il existe déjà des champs de chanvre alimentaires biologiques à Guarec. La Bretagne bénéficie en effet d'un climat idéal pour cultiver le cannabis. Pas de fort écart de température ni de pluviométrie. Et puis, c'est la révolution en marche à Dijon. Ça concerne le traitement des cancers. Très important. Ça se passe au centre Georges François Leclerc de Dijon. Un équipement de radiothérapie révolutionnaire est en train d'être mis en place. Il n'en existe qu'une dizaine d'exemplaires qui sont en cours d'installation dans le monde. C'est une technologie innovante, adaptée aux tumeurs mobiles ou très petites. C'est le cas des cancers du foie, du pancréas, du poumon, de la prostate et des cancers colorectaux. C'est ce qu'indique l'établissement. Cet équipement révolutionne la radiothérapie en utilisant l'IRM pour guider les rayons en lieu et place du scanner. Et enfin, le progrès de Lyon, c'est 20 000 Américains attendus à Lyon, Saveria. Ouais, c'est un choc au sommet, une finale avant l'heure. C'est ce soir que l'Angleterre affronte les États-Unis au Groupama Stadium. Des milliers d'Américains ont déjà envahi les rues de Lyon avec leur succès en quart de finale contre les Bleus. Les Américaines, elles ont égalé le record de 10 victoires consécutives en Coupe du Monde. Et elles sont ce soir, bien sûr, les grandes favorites. Voilà, on va suivre tout ça. Merci Saveria. On vous retrouve en dernière partie d'émission pour l'actualité parlementaire. Merci. On passe au Club de la Presse et on se rend tout de suite à Strasbourg. Bonjour Marie Brémaud, vous êtes avec Samia Dechir à Strasbourg. Pendant que l'on continue de négocier à Bruxelles pour trouver une issue à la crise institutionnelle, au Parlement, on commence à travailler dur et on attaque les dossiers de fond, Marie. Oui, pas question ici à Strasbourg de se laisser embourber dans des négociations politiciennes. On veut donner l'image de députés constructifs au travail. Donc à 10h, la session inaugurale démarre. 751 députés réunis dans l'hémicycle. Dans la journée, les différents groupes politiques vont se réunir. Car avant 19h, les candidatures pour la présidence du Parlement européen doivent être déposées. L'objectif affiché ici, il est assez clair. Peu importe ce qu'il se passe à Bruxelles, le Parlement européen aura demain un nouveau président. Le conservateur, l'Allemand Manfred Weber, est d'ailleurs pressenti pour prendre la tête de ce Parlement. Mais en fait, cela fait plus d'un mois quasiment que les différents groupes politiques européens négocient entre eux, se répartissent les différents postes clés au sein du Parlement, au sein des commissions parlementaires. Les 4 principaux partis, les conservateurs, le PPE, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts, travaillent ensemble d'arrache-pied à un document commun, une sorte de traité de coalition dans lequel ils réaffirment une vision commune de l'Europe, de grands principes tels que leur attachement à la démocratie ou à la parité homme-femme.
Merci Marie Brémaud, vous êtes en direct de Strasbourg avec Samia Dechir. On va continuer sur cette thématique européenne avec le Club de la Presse et Denis Jambard qui signe un éditorial aujourd'hui dans Nice Matin. Vous y allez par quatre chemins comme on dit, l'expression, la pétaudière européenne. Ben oui, parce que le spectacle auquel on assiste pour la désignation de ce qu'on appelle à Bruxelles les top jobs, présidence de la Commission, du Conseil européen, du Parlement, de la Banque centrale européenne, bien tourne ce spectacle est absolument affolant. On n'a jamais vu ça. Je crois c'est une tradition à Bruxelles, ces marathons, ces nuits interminables. Mais à la fin, il y a toujours un compromis. Et là, on voit bien qu'il y a une difficulté immense à aboutir à un accord qui reflète au fond la situation, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot pétaudière, la situation actuelle de l'Europe. L'Europe, traditionnellement, enfin historiquement, elle a toujours été divisée entre une Europe du Sud assez laxiste, disons, et une Europe du Nord rigoureuse. Ça fonctionnait tant qu'on n'était pas très nombreux. Après, avec l'élargissement, on a eu une deuxième grande fracture entre l'Europe de l'Est, qu'on voit évoluer vers ces fameuses démocraties illibérales, moins d'état de droit, et l'Europe de l'Ouest, traditionnellement très respectueuse de l'état de droit. Et aujourd'hui vient se surajouter là-dessus une montée des égoïsmes nationaux qui s'expriment aujourd'hui non pas pour nommer des présidents qui prendraient en charge le destin de l'Europe, mais qui défendraient chacun les intérêts des pays qui le représentent. Alors, une question à vous poser, Denis Jambard. Cette dualité existe-t-elle toujours entre Strasbourg et Bruxelles? Ça peut durer longtemps, cette affaire-là. Tout à l'heure, on avait Marie Brémaud là, qui était en duplex de Strasbourg. Là, on parle de Bruxelles. Pourtant, il s'agit bien des mêmes données, les affaires européennes. Vous savez que le Parlement se déplace, hein, et en effet, on peut s'interroger sur le coût de toute cette affaire-là. Après, symboliquement, c'est très compliqué de retirer la partie française du Parlement européen. Et ça me paraît difficilement acceptable par les Français et par le gouvernement actuel. Je ne crois pas que ça soit au cœur du débat européen aujourd'hui, même si c'est une question qui mérite d'être posée. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ces 28, puisque l'Angleterre est toujours là, sont capables de produire un projet européen commun et de dominer leurs propres dérives nationalistes. Le rôle de l'Allemagne, il sera aussi puissant dans les mois qui viennent, malgré une chancelière affaiblie politiquement. C'est un vrai problème pour Emmanuel Macron, notamment pour nous les Français. D'abord, le problème, c'est la relation entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Mais elle n'est pas due à son affaiblissement à elle ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est lié à des visions différentes de l'Europe, justement à une désagrégation de ce projet commun, et qui accélère au fond ces divisions que je décrivais. Autrefois, ces tensions internes, elles étaient résolues par l'entente entre Paris et Berlin. Cette entente se défaisant, vous voyez d'autres leaders européens qui élèvent la voix et qui affirment leur volonté d'infléchir la ligne européenne. Et vous n'avez plus cet étau, disons, sur les autres pays que représentent la France et l'Allemagne pour les tenir et les emmener sur un chemin, puisqu'on ne partage plus la même vision européenne entre Paris et Berlin. Qu'est-ce qui peut être fait, Denis Jambard, après ce constat et cet éditorial que vous signez dans Nice Matin, la pétaudière européenne? Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les choses, repartir d'un bon pied? Écoutez, il faut avoir une grande ambition pour l'Europe. On ne peut pas dire que le chef de l'État ne l'est pas, mais il faut qu'elle soit partagée par les autres pays. Il est difficile pour la France d'entraîner tout le monde parce que quand vous regardez les résultats économiques européens, les choix européens, les choix de chacun des pays, nous passons notre temps à donner des leçons, mais ces leçons, nous ne nous les appliquons pas à nous-mêmes, contrairement à l'Allemagne. En même temps, politiquement, aussi bien d'ailleurs Macron que, contrairement à ce qu'on peut dire des élections européennes, que la chancelière sont sortis affaiblis de ces élections européennes. Le président de la République vous explique que ça a été un grand succès de LREM. Peut-être que M. Guérini vous l'expliquera encore tout à l'heure. Mais ça n'est pas vrai. L'électorat d'En Marche aux européennes, c'est 10,5% des inscrits, un Français sur 10. L'Allemagne aussi, Madame Merkel, même si elle arrive largement en tête avec un score que peut lui envier peut-être M. Macron, 28%, c'est la première fois que la CDU passe en dessous des 30% depuis 1949. Et ce pays fondateur qu'est l'Italie,
de l'Union européenne. Le problème de Salvini, son comportement en Europe vis-à-vis de ces pays alliés. Ça rejoint ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire la montée de ces égoïsmes nationaux. Alors il faut dire que même si on dit qu'on les a beaucoup accompagnés sur les questions de l'immigration, ça n'est pas vrai. On a laissé un peu l'Italie seule affronter ces sujets. Et ce qui a fait surgir faire monter, ce qui éclaire la montée de Salvini et de la Ligue du Nord qui, sur les élections européennes, a quand même fait 33% alors qu'elle faisait 6 ou 7% en 2014. La pétaudière européenne, c'est l'édito que vous signez dans Nice Situation matin. Que je regrette. Denis Jambard, situation que vous regrettez. Vous restez avec nous, bien sûr. Tout à l'heure, on reçoit Stanislas Guerini, c'est le délégué général de La République En Marche, au moment où les investitures sont données pour les municipales. Et bien sûr, vous restez avec nous. Autre pétaudière, à mon avis. Denis Jambard. Alors, autre pétaudière, dites-nous ce matin, on est dans les pétaudières, dites dans les touristes qui se rendent à Paris. On se demande d'ailleurs comment il y en a autant, tellement en lisant le papier fait du jour d'ailleurs du Parisien aujourd'hui, Gaëtan Bossard, il semble y avoir des problèmes absolument pour tout. Alors pour trouver des toilettes, les problèmes de sécurité, alors notamment autour des Champs-Élysées, on l'apprend souvent, mais là vous en parlez aussi. Tout ce qui est aujourd'hui qui relève des guides de tourisme vire au casse-tête pour expliquer à ces touristes comment profiter de Paris tout simplement. Oui, c'est un peu c'est ce qu'on dit, le cri d'alarme des guides. Ce sont des guides que notre journaliste a suivis dans Paris, dans leur tournée. L'attente pour les billets du Louvre, pour entrer au Louvre. Oui. Hallucinant. Alors, il y a des choses, évidemment, tout est perfectible, d'autant que Paris attire de plus en plus de touristes. L'année dernière a été une année record. On atteint les 50 millions de visiteurs sur Paris et l'Île-de-France. Mais comment vous expliquez qu'on atteint des records d'un côté et qu'en gros, le service soit pas là en face? Alors, c'est pas ce que dit tout le monde, mais en tout cas, les guides, dans leur pratique aujourd'hui, se heurtent à pas mal d'écueils. Mais évidemment, il y a de plus en plus de monde, donc c'est plus compliqué. Par exemple, vous parliez d'accès aux toilettes, qui est une chose, bon, on va dire, on est par le petit bout de la lorgnette, mais c'est du pratico-pratique. Quand vous baladez une cinquantaine de personnes, et à un moment, il faut bien falloir s'arrêter pour la pause pipi. Donc là, il y a un vrai souci. S'ils y arrivent à cause du trafic, quand même. Alors oui, vous pensez que ça les gêne un peu, le trafic dans Paris? Évidemment. Ils parlent de leur tour et du temps qu'ils perdent dans les embouteillages et du temps qu'il faut rattraper et des sites qu'on ne peut pas aller voir parce qu'on ne peut plus prévoir dans un tour ordinaire, évidemment. Mais sur l'histoire des toilettes, il y a des trucs hallucinants. Par exemple, où les guides dénoncent un manque de sanisettes, toilettes publiques, etc., même s'il y en a qui ont été installées ces derniers temps. Et il largue littéralement les touristes, ils appellent ça un peu à la sauvette, quoi. C'est-à-dire, ils les préviennent, va falloir aller vite, prenez vos affaires, tenez-vous prêts, ils sont tous dans le bus, ils sont prêts à sortir, et on se gare un peu en double file, on ouvre les portes, crac, crac, tout le monde descend. Il y en a un qui le fait sur les champs, les gens vont sur les champs, dans les cafés, et trouver des toilettes comme eux, et après ils reviennent. Il y a quand même des situations un peu croquignaux. Oui, c'est arrivé à Denis Jambard d'ailleurs. Non, mais je connais un peu la situation du Louvre parce que j'ai été membre du conseil d'administration pendant quelques années. Et il faut savoir que Paye avait prévu 4,5 millions de visiteurs quand a été conçue cette admirable chose qu'est la pyramide. Et on avait étudié au conseil d'administration la possibilité d'aller beaucoup plus loin puisqu'on était déjà à mon époque à 7 ou 8 millions. Aujourd'hui, on est à 10 millions de visiteurs, c'est-à-dire que le Louvre est victime de son succès et c'est très compliqué. Je me souviens, on avait dîné avec Paye il essayait d'imaginer d'autres accès pour permettre de fluidifier les entrées et on ne l'a pas fait. C'est 50 millions de touristes, j'ai lu? Oui, c'est ça. Énorme. C'est ça. Oui, c'est énorme. Ça... C'est la ville la plus visitée du monde, Cyril. Expliquez-nous alors, vous avez fait la description de ce qui n'allait pas. Comment on peut se débrouiller pour les choses qui vont? Alors, là, on parle surtout de choses qui sont perfectibles, en l'occurrence. Sur le stationnement, j'ai vu qu'il n'y avait aucune possibilité de se débrouiller. Ça, c'est clair. Il y a pas mal de travaux aussi. Donc, alors, l'hygiène, le stationnement, il y a pas mal de travaux également. Donc, les bus sont compliqués. Mais les pickpockets, vous dites dans le papier, ça, c'est un vrai problème à Paris. Oui, les pickpockets, c'est un vrai problème. Pas qu'à Paris, dans toutes les villes hautement touristiques. Mais à Paris, depuis le début de l'année, on a une forte hausse des délits liés aux pickpockets. On avait 30% de hausse sur le début de l'année. Il y a la ligne 1 qui est particulièrement concernée. Les guides disent que parfois, ils passent plus de temps à gérer, à surveiller les abords pour pas que la clientèle se fasse piller qu'à donner des informations culturelles. J'ai trouvé quelque chose.
de positif. Bon, si vous n'arrivez pas à avoir un ticket pour aller ici ou là, il y a un marché parallèle, un marché sauvage, comme vous dites, qui permet d'avoir des tickets pour absolument tout, à condition d'y mettre le prix, bien sûr. Oui, comme partout. Après, c'est pas forcément la bonne affaire parce que parfois on vous vend des billets qui ne sont plus valables. En vous expliquant que voilà, et c'est un peu l'arnaque. Il y a le souci des bus qui est soulevé aussi, mais que la ville envisage des touristiques de réguler de façon claire en interdisant l'accès au centre-ville de Paris aux bus. Le cri d'alarme des guides, hein, c'est dans le fait du jour du Parisien. Merci d'être venu en parler ce matin sur ce plateau, Gaëtane Bossard, régulière de cette émission. Et puis j'ai noté que ce sont les Italiens qui sont en forte hausse parmi les touristes, devant juste les Japonais maintenant. Oui. Voilà. Merci Gaëtane Bossard, merci Denis Jambard. Denis Jambard, on vous retrouve dans un instant. Voilà, tout de suite c'est la météo des territoires, il fait beaucoup plus frais en France. La canicule disparaît, on respire mieux, on regarde ça ensemble, on se retrouve après. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, dans un instant, c'est Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche. On parlera évidemment des investitures municipales avec lui, qui sera en direct sur ce plateau. Pour l'instant, on va faire un tour du côté du reste du monde, ce qui s'y passe en quelques minutes avec le Zap Monde de TV5 Monde. On part en Italie, où la capitaine du Sea-Watch 3 a été arrêtée samedi à Lampedusa, vous le savez, et transférée en Sicile. Elle risque 10 ans de prison. Elle doit être fixée sur son sort aujourd'hui. Et puis, des scènes peu communes se sont produites au Parlement de Hong Kong, où des manifestants essayaient après cette colère qui a envahi les rues, d'occuper l'hémicycle du Parlement. Enfin, on se rend au Japon, qui reprend malheureusement la chasse à la baleine. Voilà, on se retrouve tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Ils auront finalement repris le contrôle des lieux très tard dans la nuit. Les policiers anti-émeutes à l'intérieur du Parlement de Hong Kong, dont les locaux ont été saccagés et occupés par des dizaines de manifestants anti-Pékin ce lundi. Quelques heures auparavant, ces images montrent des manifestants casqués et masqués qui investissent l'hémicycle du Conseil législatif hongkongais. Un nouveau palier dans la crise qui oppose depuis 3 semaines manifestants et gouvernement local pro-chinois. Nous avons des officiers qui ont défendu le Parlement pendant presque 8 heures et pendant cette période, nous avons été assiégés par les manifestants qui continuent à utiliser des tactiques violentes. Carola Rackete a été transférée en Sicile pour être présentée à un juge chargé de valider son arrestation. Une arrestation pour avoir forcé le blocus italien et débarquer des migrants qui prend une tournure diplomatique. Je peux accepter qu'un tribunal traite de telles questions, mais encore une fois, sauver des gens de la mer n'est pas un crime. Si, comme je l'espère, la détention provisoire est confirmée, il y aura un procès et la jeune femme passera son temps en prison. Ces pêcheurs reviennent avec une baleine. 2 au total seront harponnés dans la journée. Un retour de pêche devant un parterre de journalistes, car c'est la première fois depuis plus de 30 ans que le Japon autorise la chasse à la baleine à des fins commerciales. En réalité, le Japon n'a jamais cessé de chasser la baleine. Il contournait les interdictions internationales avec des expéditions scientifiques dans le Pacifique Nord ou l'Antarctique. Et la chair de ces baleines harponnées pour la recherche se retrouvait parfois sur les étals des marchés. Ils sont chrétiens, agriculteurs. Ils ont tous été attaqués par des hommes armés, soupçonnés d'être des éleveurs peuls et musulmans.
Cette femme a perdu une main. Elle a aussi été mutilée au visage. Cet homme a reçu une balle dans la tête. Sa famille est à ses côtés et le retient à la vie. Il était environ 5h30 du matin. Il a entendu des coups de feu et il s'est à peine réveillé qu'on lui a tiré dessus. Une fois au sol, ils l'ont poignardé avec une machette et l'ont tabassé avec un bâton. Ces 5 dernières années, les violences entre les agriculteurs et les éleveurs ont fait plus de 7000 morts au Nigeria. Beaucoup plus que le groupe terroriste Boko Haram.